Bonjour. Alors, je vais mettre l'accent sur le fait que il y avait un obscur engouement pour la lobotomie, chirurgie brutale du cerveau. Et aussi, je veux mettre l'accent sur le fait que elle a été pratiquée officiellement jusque dans les années 80. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se font pas en arrière du rideau, on ne sait jamais avec eux autres. Mais officiellement pratiquée jusque dans les années 80, la lobotomie visait surtout les femmes. Et dans ces articles-là, on met beaucoup l'accent sur le fait que l'étude a été portée en France, en Belgique, en Suisse, mais par contre, ils n'ont pas inclus le Canada et le Québec, et pourtant, ce fut un gros problème. Et puis finalement, comme complément d'information, je ne vais pas le relire parce que je l'ai déjà lu, mais je vais mettre la carte attachée aux vidéos en question. Ce complément d'information-là est Joseph-Édouard Cochon et le cas de l'asile de Beauport. Alors, on commence avec l'article 1. L'obscur engouement pour la lobotomie, chirurgie brutale du cerveau. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Détruire une zone cérébrale pour venir à bout d'une maladie mentale, je vais le mettre entre guillemets maladie mentale, okay? C'est le principe de cette intervention dont l'invention fut récompensée par un prix Nobel. Alors, gagner un prix Nobel ne veut absolument rien dire. Continuant de lire, elle était assez courante dans les années 1950, mais transformait souvent les patients en légumes. Je vais aussi mentionner maintenant qu'il n'y a pas que la lobotomie physique qui transforme les patients en légumes. Il y a aussi la lobotomie chimique, c'est-à-dire l'imposition de prendre des drogues dites légales qui est en quantité industrielle pendant un certain nombre d'années, qui cause aussi une lobotomie, parce qu'éventuellement, les personnes deviennent des légumes, transforment les personnes en légumes. OK. Donc, aujourd'hui considérée comme cruelle et dépassée, la lobotomie a connu son âge d'or à une époque pas si lointaine. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers de patients américains, européens et japonais, pour ne pas mentionner canadiens et québécois, ça doit être rajouté dans le décor parce que ça en faisait bel et bien partie, ont alors subi cette intervention entraînant des lésions cérébrales irréversibles. La trépanation, soit l'ouverture du crâne grâce à un objet coupant, probablement dans un objectif, dis-je, thérapeutique, était déjà pratiquée au néolithique, comme en témoigne la découverte d'ossements anciens portant des traces de découpe. Mais les interventions médicales touchant au cerveau sont longtemps demeurées hasardeuses en raison du manque de connaissances sur cet organe. À la fin du 19e siècle, le Suisse Gottlieb Burckhardt
est le premier médecin contemporain à se lancer dans une série d'expériences de psychochirurgie entre guillemets au sein de sa clinique psychiatrique située dans le canton de Neuchâtel. Les résultats qu'il obtient en retirant des morceaux de cerveau à 6 de ses patients ne sont guère concluants. Raillé par ses pairs, il abandonne rapidement ses recherches. Je suis contente qu'à l'époque, ils avaient la présence d'esprit de l'avoir raillé, en effet. Alors, je pense avoir fini cet article. Peut-être, peut-être pas. Ça ne sera pas long. C'est un article assez court, celui-là. Spatule introduite par les temples. Le portugais Egas Moniz remet l'approche au goût du jour dans les années 1930. Donc, s'inspirant d'expériences menées sur les singes, il entend soulager des patients délirants en déconnectant leurs lobes frontaux du reste de leur cerveau. Ces zones situées à l'avant du cerveau qui jouent un rôle dans la planification et le langage sont soit détruites par l'injection d'alcool, soit sectionnées à l'aide d'une spatule tranchante introduite par les tempes. Après les essais préliminaires sur une vingtaine de patients, Moniz conclut à l'efficacité de sa méthode. Citation: en réalité, le résultat est moins brillant. Les patients sont souvent apathiques, voire plongés dans un état végétatif. Fin de la citation, souligne Laura Poupon, chercheuse associée au département de santé de l'University College de Londres, dans un article paru dans la revue Cerveau et Psycho. Egas Moniz se verra décerner le prix Nobel de médecine en 1949. Tiens, un autre prix Nobel. Citation: une étude a révélé que 84% des interventions réalisées en France, Suisse et Belgique entre 1935 et 1985 ont concerné des patients. Fin de la citation. Encore une fois, on n'inclut pas les Canadiens et les Québécois et on a bien fait partie du décor, je peux vous l'assurer. Juste mentionner le cas de Alice Robbie qui a subi une lobotomie physique. Continuons de lire. La lobotomie gagne en notoriété quand un autre lugubre personnage s'en empare. L'Américain Walter Freeman, mon œil, sa propre technique consiste à introduire un pic à glace dans le cerveau. Sa propre technique consiste à introduire un pic à glace dans le cerveau des malades en passant par un de leurs lobes oculaires. Sa plus célèbre patiente est Rosemary Kennedy, la sœur aînée du futur président. Alors, juste une petite mention que c'est pas parce que tu es haut dans la société que tu passes pas par des périodes bizarres. Surtout si tu es une femme, parce qu'il n'aurait pas fait ça un homme, coup de bain. Lobotomisée à l'âge de 23 ans, elle terminera sa vie en institution. Son cas n'est pas isolé. De nombreuses personnes ressortent de l'opération avec d'importantes séquelles, voire n'en échappent pas. Le taux de mortalité est de 14%. Alors, si tu n'en meurs pas, ben, tu finis en institution, comme ce fut le cas de ma mère. Continuons à le lire, surtout les femmes. Dès le début des années 60, le vent tourne pour la lobotomie. Le développement du premier traitement neuroleptique en 1952 offre de nouvelles perspectives sur la prise en charge des psychoses. La société est aussi de plus en plus sensible à la brutalité de cette pratique. Dieu merci. Sorti en 1975, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, dans lequel le personnage principal, incarné par Jack Nicholson, se fait lobotomiser, achève de retourner l'opinion publique. Fait particulièrement troublant, la lobotomie a surtout été pratiquée sur des femmes.
Encore une fois, ils vont mentionner France, Suisse et Belgique en oubliant le continent américain. Je vais continuer. Une étude publiée en 2017 dans La Nature a révélé que 84% des interventions réalisées en France, Suisse et Belgique entre 1935 et 1985 ont concerné des patientes. Le pouvoir limité des femmes dans la société de l'époque a pu les rendre plus vulnérables à des opérations abusives. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. On vient juste de parler de la sœur du président Kennedy. Hein? Elle était quand même en position de pouvoir, hein? Mais elle était une femme. Bon, c'est ça. Tout comme de nombreux enfants à l'image de l'Américain Howard Dooley, lobotomisé à 12 ans en raison de son caractère récalcitrant. C'est-tu pas merveilleux? Hein? C'est-à-dire, l'enfant avait beau avoir un caractère récalcitrant, c'est pas en utilisant une méthode lugubre pour régler son problème qui allait être une solution intelligente, n'est-ce pas? Donc, cet enfant-là fut lobotomisé à 12 ans en raison de son caractère. Expérience dont il a tiré un ouvrage. Ouais, ben, ma mère, elle n'était pas en mesure d'écrire un ouvrage. La lobotomie était-elle une forme de maltraitance ou une tentative désespérée de venir en aide à des patients incurables? Oh, s'il vous plaît, une tentative désespérée. Hey, allez-vous me dire que les nazis ont fait des tentatives désespérées de mettre les juifs dans les faux crémations après les avoir torturés? Parce que la psychiatrie vient de l'Allemagne nazie, si tu fais des recherches, ok? Fait que là s'il vous plaît, tentative désespérée, là. C'était une forme de maltraitance, une très grande forme de maltraitance. Et encore une fois, moi j'ai perdu ma mère. Puis elle est devenue très rapidement le fantôme d'elle-même parce qu'elle a vécu des électrochocs forcés et on lui a fait avaler une tonne de supposés médicaments, de drogues dites légales, en quantité industrielle, de sorte que elle est morte avant la mort de son corps physique. Citation, c'était tout de même une technique barbare, estime Jocelyne Bloch, neurochirurgienne au CHUV à Lausanne. Elle a donné une mauvaise réputation à la psychochirurgie qui a beaucoup gagné en précision. Oh boy. Certaines formes sévères de dépression ou de troubles obsessionnels compulsifs sont aussi aujourd'hui traitées grâce à l'implantation d'électrodes dans le cerveau. L'ablation chirurgicale de zones cérébrales se pratique quant à elle pour soigner certaines formes d'épilepsie sévère ou pour enlever des tumeurs du cerveau. Alors, je pense que l'article se termine ici. En fait, l'histoire de la psychiatrie et de la lobotomie chimique et physique, c'est une histoire d'expérimentation sur des humains cobayes, mais qui n'étaient pas cobayes de façon volontaire. Alors, ceci est la fin de cet article. L'article suivant répète encore la même chose parce qu'on parle juste de la France, la Belgique et la Suisse. Pratiquée jusque dans les années 80, la lobotomie visait surtout les femmes. La publication est brève, presque sibylline, glissée à la fin de la page correspondance de la revue Nature. Elle n'a pas tout à fait
le statut des articles du prestigieux journal scientifique. Pourtant, quelques lignes rédigées par les 3 neurochirurgiens français, Louis-Marie Terrier, hôpital Bretonneau-Tours, Marc Lévesque, hôpital privé Beauregard, Marseille, et Aymeric Amelot Pitié, Salpêtrière, Paris, cachent une sombre pépite, de quoi tenir encore un peu des pages les plus noires de l'histoire de la psychiatrie. En compilant les publications relatant les opérations de lobotomie réalisées en France, Suisse et Belgique en 1935 et 1985, les 3 médecins ont découvert que 84% des patients, devrait-on dire des victimes, bien sûr, on devrait le dire, de cette chirurgie du cerveau étaient des femmes. Difficile de l'imaginer, mais la lobotomie, dis-je, n'a pas toujours traîné la réputation qui est la sienne d'aujourd'hui. En 1949, son inventeur, le portugais Egas Moniz, 1874-1955, a été récompensé du prix Nobel. Il y en a un autre qui a été récompensé du prix Nobel que j'ai cité dans l'article précédent, dont je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et je vais faire une petite mention parce que ça arrête pas, ça ne quitte pas l'esprit. C'est que le mot hystérique, le mot hystérique vient du mot utérus. C'est la même racine. Et qui est-ce qui ont une utérus? Ce sont les femmes. Alors, en fin de compte, la psychiatrie est une fausse science. Moi, j'ai trop de preuves pour ne pas dire le contraire sur ma chaîne. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, ils vont voir la même chose. Puis aussi des neurones pour comprendre. C'est une fausse science, ça ne devrait pas exister. Ça a commencé avec les nazis. Alors, on parlait de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure, mais ça a commencé avec eux autres. Et puis, c'est ça. Puis, on ne parle pas ici du continent américain. Hein? Puis, du continent américain, il y en a pas mal qui ont passé au cash. OK? Et puis, je vais aussi dire que, bien effectivement, la plupart des patients étaient des patientes. Parce que ils se référaient à l'époque à l'hystérie qui est associée à l'utérus. Mais l'hystérie, ça n'existe pas non plus. Hein? C'est encore une autre invention de la psychiatrie. On va continuer de lire maintenant. En 1935, pour la première fois, percer des trous des 2 côtés du crâne d'un malade, puis injecter une solution d'alcool pur dans les lobes frontaux pour éliminer les fibres blanches. Fou! L'heureux bénéficiaire de cet exploit est déjà une femme, une ancienne prostituée de 63 ans, souffrant de mélancolie et de paranoïa. À en croire le médecin, les pics de furie en sortiront diminués. Pas ces gouffres de tristesse. On conclura pourtant au succès. Succès de quoi? Tombée en désuétude. La nouvelle pratique met quelques années à convaincre, mais à la sortie de la guerre, elle s'impose peu à peu en Europe, aux États-Unis et au Japon. Merci de mentionner les États-Unis maintenant. Ça, c'est un article paru sur Le Monde. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Citation. Le monde était dans un chaos majeur et les psychiatres étaient démunis. Démunis? Démunis. Non, non, non. Opportunistes. OK. Opportunistes. Les asiles étaient pleins, les aliénés renfermés et entravés. Les seuls traitements consistaient en des bains chauds et des thérapies de choc, rappelle Louis-Marie Terrier. Ça, c'est une autre affaire, hein, les électrochocs. Les thérapies de choc, là,
c'est les électrochocs. C'est une autre histoire, ça. En quoi donner des chocs électriques peut te faire du bien. Mais si on ne comprend pas que de lobotomiser quelqu'un est mal, on va certainement pas comprendre que les électrochocs, c'est mal. Ça, c'est clair. En tout cas, c'est mal pour ceux qui le reçoivent. Hein? Ceux qui disent que c'est bon pour la santé, ben, ils devraient prêcher par l'exemple en devenant eux-mêmes des cobayes. C'est la meilleure façon de me convaincre. Continuez de lire. Certains malades étaient ainsi plongés dans les comas hypoglycémiques. D'autres se voyaient injecter le parasite du paludisme. La malariathérapie avait-elle aussi été récompensée par un prix Nobel. Mon Dieu, vous êtes brillant. 1927. Les États-Unis sont de loin les plus actifs. Walter Freeman, on va se rappeler de ce nom-là, il popularise la méthode dite du pic à glace. Plutôt que d'ouvrir le crâne, il retourne la paupière et enfonce une aiguille dans le toit du lobe oculaire. La matière blanche du lobe frontal se trouve juste derrière. Sans anesthésie ni asepsie chirurgicale, il opère entre guillemets dans une camionnette à travers le pays. On lui doit environ 4000 interventions. Ça, c'est ceux qui sont archivés, c'est ceux qui sont connus. Hein? Faut pas croire que ça devait se limiter là. Dont celle pratiquée sur la sœur de John Fitzgerald Kennedy, qui restera handicapée à vie, comme ma mère fut handicapée à vie. Alors voilà pour le second article, paru dans le Monde, écrit par Nathaniel Heitzberg. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Le précédent, il faut que j'aille voir c'est qui l'auteur, j'avais oublié de le mentionner. Je n'ai pas. Par Pascaline Minet. Donc, par la suite, avec cet article-là, je pense qu'on a fait le tour. Mais je vais mettre les autres articles dans la description de la vidéo aussi, dans le cas que ça se répète, ok? Donc, durant 50 ans, 84% des lobotomies furent réalisées sur des femmes. En France, Belgique et Suisse, on répète encore, mais on oublie encore les États-Unis dans cet article-là. Oh, on voit le fameux tabarnak qui fait ça, le Walter Freeman. Ben, hey, on va prendre cette photo-là, hein, tu comprends bien. On peut même pas la copier. C'est-tu dommage? Parce que moi, je le copierai. Oh, peut-être avoir une façon de le faire. D'accord, alors, ceci était publié par Linda Zerouk et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Information.tv5monde.com. Alors, étude nommée, on ne va pas se répéter encore. L'étude n'a pas encore été publiée, juste une dizaine de lignes rédigées dans la revue scientifique britannique Nature nous replonge autant de gloire et de controverses, pas si lointains de la lobotomie. Encore une fois, je précise que quand on vous force à prendre une quantité industrielle de médicaments pendant un long laps de temps, vous allez vous ramasser avec une lobotomie également. Ça détruit le cerveau. Ma mère est morte bien avant que son corps soit décédé. Juste une dizaine de lignes, donc, ok, sans que nul ne sache à cette époque, les femmes furent davantage visées. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par les 3 neurochirurgiens français qu'on avait déjà parlé dans l'autre article, ça ne me tente pas de les répéter.
En fouillant les archives de la Bibliothèque de santé de Paris, ces 3 médecins sont parvenus à compiler près de 80 articles et 3 thèses portant sur les lobotomies pratiquées en 1935 et 1985. L'objectif, comprendre, entre citations, comprendre comment une méthode aussi décriée et barbare avait pu s'étendre au monde entier et avait même été récompensée d'un prix Nobel. Fin de la citation. Au fur et à mesure de leurs recherches, ils tirent des chiffres alarmants. Sur les 1340 cas de lobotomie recensés à partir de publications francophones, et plus précisément sur 1129 cas renseignés, 84% des sujets étaient des femmes. On va dire tout de suite que c'est certainement la même chose qui s'est passée aux États-Unis, au Canada et au Québec. Il y a une photo qui dit femme schizophrénique lobotomisée. La légende indique, citation, dans certains cas, le mieux que l'on puisse faire pour la famille est de lui rendre le patient dans un état inoffensif, un véritable animal domestique. Et effectivement, juste dans l'expression de son visage en dit beaucoup. Seulement une année plus tard, la lobotomie. Des traitements de choc à la lobotomie. La lobotomie est une intervention chirurgicale qui consiste à sectionner un lobe du cerveau, portion du cerveau et certains fibres liant le lobe frontal au reste du cerveau. Cette technique a valu à son inventeur Egas Moniz, neurologue et homme politique, voilà, portugais, le prix Nobel de médecine en 1949. Pourtant, elle est aujourd'hui un des traitements les plus critiqués de l'histoire. Compte tenu de ses effets graves sur la personnalité, vous oubliez carrément la prise forcée de quantités industrielles de drogues dites légales. Je ne vais pas cesser de le dire. En fin de compte, la vie de ma mère, elle a eu une expérience de camp de concentration. C'est ce qui s'est passé. La grande majorité des interventions ont été pratiquées en 1946 et 1950. Citation. Il est important de restituer le contexte de l'époque. Oh, je t'en prie, là, je veux dire. J'ai même pas le goût de lire ce qui est écrit. Parce que lui, c'est un psychiatre, hein. Fait que là, c'est sûr, il va prendre la part des psychiatres en disant, nous sortions de la guerre, il régnait un chaos psychologique énorme, et les psychiatres étaient complètement démunis. Oh, les pauvres! Je les plains, les pauvres psychiatres. Il faut les plaindre, vu que c'était les tortionnaires. Il faut plaindre les tortionnaires. Les pauvres. Ils faisaient donc pitié. Ils étaient donc sans défense et sans... Non, vraiment, aucun... ils étaient aussi sans moyens. Bien, tu sais, je veux dire, s'il vous plaît. Mais encore une fois, c'est un psychiatre qui dit ça, hein. Là, ça ne me tente pas de continuer à lire le citation. Tu auras juste à les lire si ça t'intéresse. Part ça. Donc, c'est dans ce contexte que le père de la psychochirurgie, Egas Moniz, a commencé à présenter ses résultats sur des patients qui étaient lobotomisés. Il y avait au début un certain scepticisme avec les débats extrêmement virulents en France comme ailleurs. Dieu merci, en 1950, l'URSS interdit cette méthode qu'elle qualifie d'anti-scientifique et efficace. Bon, au moins il était. Mais cette technique a rapidement attiré l'attention de deux médecins américains, le neurologue Walter Freeman et le neurochirurgien James Watts. On va prendre des belles photos d'eux autres, on va les inclure dans la vidéo, bien entendu, qui vont tous deux la développer, la pratiquer en masse aux États-Unis, mais pas juste aux États-Unis, hein. Ça a parti aux États-Unis dans cette époque de l'après-guerre.
C'est venu au Canada et au Québec. La domination masculine au fondement de ces lobotomies féminines. Comment expliquer cette prépondérance du sexe féminin? Citation. Nous n'avons trouvé aucune explication dans les publications, rapporte le neurochirurgien Louis, en tout cas, encore une fois, un psychiatre. La psychiatrie ne devrait pas exister, la folie n'existe pas. C'est un concept inventé. Si la maladie mentale existe, les premiers qui en sont affectés sont les psychiatres eux-mêmes. Alors, ils devraient pratiquer ce qu'ils prêchent, ils devraient en fin de compte, si c'est si bon pour la santé et pour la santé mentale, ils devraient tout simplement pratiquer une méthode sur eux-mêmes, tout simplement. Ou entre collègues dans le cas de l'électrochoc. Et puis, officiellement, la lobotomie officiellement n'existe plus, mais encore une fois, on se permet de faire des lobotomies chimiques à tour de bras. Dans la majorité des cas, continuons de lire, lorsque les indications étaient renseignées, il s'agissait de soigner une pathologie psychiatrique. Ça, c'est encore une fois, même les psychiatres le disent. Certains psychiatres ont dénoncé la psychiatrie. D'accord? Alors, j'ai pas le goût de lire sa citation. Autant de pathologies où il n'existe aucune prévalence chez les femmes, précise-t-il. Les raisons sont donc à chercher ailleurs dans le statut de la femme à l'époque régi par le Code civil de 1804. Life, 3 mars 1947, dis-je, la lobotomie souvent présentée au public sous une forme innovatrice et dénuée de risques. À gauche, coupure de presse, Life 1947, légende à droite de Louis-Marie Terrier. Citation. La psychiatrie avait pour mission de gérer les insupportables, comme les suicidaires, les imprévisibles, cela dans un rapport de pouvoir duquel les femmes étaient exclues. Carlos Parando. C'est parce que ces psychiatres-là, ils vont pas dénoncer la psychiatre, ils vont juste dire que... En tout cas... Il rappelle que le grand succès de la lobotomie est lié à la schizophrénie. Or, cette maladie touchait davantage les hommes que les femmes, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais la schizophrénie, là, je veux dire, il peut y avoir d'autres interprétations données, ok? Que de mettre une étiquette sur une personne. Première lobotomie sur une femme. La première à passer sur la table d'opération sera une femme. Egas Moniz, on va bien le dire son nom, pratique le 12 novembre 1935 sa première lobotomie sur une ancienne prostituée de 63 ans souffrant de mélancolie. Imagine-toi, souffrant de mélancolie, c'est une maladie mentale et d'idées paranoïaques. Son histoire est plutôt un triste sort. Carlos Paranda le raconte en détail dans le toucher le cerveau, changer l'esprit. Édition PUF et le neurochirurgien Marc Lévesque dans son ouvrage La chirurgie de l'âme, G.T. Lattès, coécrit avec Sandrine Cabu. On y apprend que la patiente avait été transférée la veille de l'asile de Bombarda vers le service de Moniz, qui avait programmé cette intervention dans le plus grand secret. 2 mois après l'opération, le médecin conclut au succès entre guillemets, la femme étant devenue plus docile entre guillemets, le bilan n'est pas si négatif entre guillemets. En fait, elle est tout simplement devenue une légume. Bon. Citation. L'absence de consentement d'une femme ou d'une jeune fille était moins grave que pour un homme. David Niguet, historien. Qui viendra la plaindre? C'est l'une des clés de la lobotomie, explique David Niguet, maître de conférences en histoire à l'Université d'Angers et chercheur au laboratoire CERIO, H-I-O. C-E-R-H-I-O. Cette pratique était controversée, mais l'absence de consentement d'une femme ou d'une jeune fille
était moins grave que pour un homme, qui par ailleurs pouvait demander plus facilement une intervention chirurgicale sur son épouse que l'inverse. Et socialement, le corps des femmes est davantage considéré comme disponible à l'expérimentation. Fin de la citation. Un traitement différencié dès l'adolescence. Loin d'être l'unique facteur, dis-je, cet universitaire co-auteur avec Véronique Blanchard de l'ouvrage Mauvaise fille, édition textuelle, rappelle que le tout début du 20e siècle est marqué par une citation, une progressive médicalisation de la déviance juvénile féminine. Fin de la citation. La science va se conjuguer avec la morale pour renforcer le contrôle de leur comportement. Je vais tout de suite faire une petite mention. Si jamais tu te rends compte que j'ai des problèmes là, avec ma lecture, faut que tu comprennes que ma vie a été très affectée par le traitement que ma mère a reçu. Enfermée comme une criminelle. Non, traitée pire qu'une criminelle. Les criminels ont des droits. Elle en avait pas. J'ai perdu ma mère bien avant qu'elle décède. Parce qu'elle est devenue légume. À cause des traitements. J'ai de la difficulté à lire comme une bonne lectrice, alors que je ne fais pas juste parler une langue, puis je maîtrise pas juste une langue. Alors je continue de lire. À travers les statistiques des institutions dites d'observation de l'époque et qui appartiennent au champ de la justice des mineurs, on va s'apercevoir qu'il existe des prises en charge psychiatriques beaucoup plus fréquentes pour les filles que pour les garçons, souligne David Niget. C'est une citation d'ailleurs. En effet, quand le comportement des garçons est un peu irrégulier, erratique ou violent, on considère que le problème est social, qu'il peut se régler avec de l'encadrement, la réinsertion par le travail et puis une bonne hygiène de vie. Fin de la citation. Les garçons pouvaient être facilement héroïsés, entre guillemets, comme on peut le voir aujourd'hui autour de la figure du bad boy, censé représenter la virilité. Citation. Pour les filles, de manière très différenciée, on demeure dans le registre de la moralité, du danger social, d'un problème mental psychiatrique qu'il faut prendre en charge, poursuit-il, avec l'idée générale que l'objet à traiter, c'est le corps, un corps problématique, dangereux, malsain, dévié d'une certaine manière de sa finalité qui est de donner la vie, de procréer. Fin de la citation. En outre, les filles séjournent bien, pourtant j'ai pris mon café avant de lire. Les filles séjournent bien plus longtemps dans ces institutions et développent par conséquent des comportements anti-institutionnels. Citation. Dans cette logique, poursuit le chercheur, elles vont être étiquetées comme des incorrigibles ou encore comme des hystériques. Terminologie qui signifiait par étymologie une excitation anormale de l'utérus. Comme je disais tout à l'heure, ça avait à voir avec, ça dérivait du mot utérus, qui produit des comportements désordonnés, ou bien comme des déprimés ou des suicidaires qu'il faut protéger d'elles-mêmes, ce qui va, là encore, justifier et même imposer un mode de traitement lourd. Fin de la citation. Si tu es triste, tu es une fille, ben, tu peux te faire imposer un traitement lourd. C'est ce qui est écrit. C'est grave d'être triste. Continuons de lire. La lobotomie hors contexte psychiatrique. La dépression, c'est juste être plus triste que d'habitude. Si on simplifie ça, puis faut pas compliquer les choses. Les choses sont compliquées pour justement faire plus de clients de la psychiatrie. Donc,
Aussi n'est-il pas étonnant de voir certains patients subir une lobotomie sans qu'aucune maladie psychiatrique ne soit diagnostiquée, comme le rapporte Louis-Marie Terrier. Citation. Des personnes ont également été lobotomisées pour des problèmes de douleurs secondaires découlant de cancer qui résistaient aux traitements médicaux. Fin de la citation. Ah ben oui, c'était de sa faute que le cancer n'était pas guéri. Il fallait lobotomiser la personne, bien entendu. Ok, on continue. Un cas est d'ailleurs resté célèbre, celui d'Eva Perón, la femme du dirigeant populiste argentin Juan Perón. En 1952, elle a été lobotomisée pour un cancer de l'utérus, qui l'a emporté à l'âge de 33 ans. L'opération avait ici une visée antalgique, autrement dit, celle d'atténuer les douleurs. Encore une fois, elle était quand même haut placée, étant la femme du populiste argentin Juan Perón, elle était quand même lobotomisée. On parlait de l'autre figure tout à l'heure, mais l'autre figure, on en a déjà parlé. Ouais, c'est ça. L'autre célébrité en question, Rosemary Kennedy, la sœur de John Fitzgerald Kennedy, a également été opérée en 1941 dans le plus grand secret à la demande de son père. Oh, on va mentionner son nom, Joseph Kennedy. Alors, à la demande de son père, elle a été lobotomisée. Gentil monsieur, hein? Elle en gardera d'énormes séquelles, restant handicapée à vie. D'après l'étude des 3 neurochirurgiens, tous les milieux sociaux sont représentés. De la campagne des villes, qui était le terme employé à l'époque, à la fille d'une grande famille bourgeoisie parisienne. Chez les hommes, on va de l'ouvrier à l'ingénieur. Le patient le plus jeune était un enfant de 2 ans et demi et le plus âgé 85 ans, précise le neurochirurgien Louis-Marie Terrier. Il ajoute que 20 enfants ont été lobotomisés sur la base d'une indication psychomotrice, dont le but était de restaurer la paix dans les foyers. Haha! Fin de la citation. La photo ici. Enfant dite schizophrénique de 8 ans qui avait été mise en cage dans un sous-sol pour comportement violent. Photo A avant lobotomie et photo B après lobotomie. Citation. Pour les femmes comme pour les immigrés, pour les chômeurs, on n'est pas à l'abri de voir la psychiatrie s'insérer dans ses rapports de domination. Fin de la citation. Carlos Parada, psychiatre. Encore une fois, on n'a pas besoin de psychiatre. Citation, mais je suis quand même contente qu'ils font ces affirmations-là tout de même. Ils sont utiles à quelque chose, après tout. Il ne faut pas, toutefois, créer l'illusion qu'avant, la psychiatrie était faite par des barbares non scientifiques qui faisaient un peu n'importe quoi et que nous, comme on se fonde sur la science, on ne fait plus n'importe quoi, insiste Carlos Parada. À la création de la lobotomie, les gens étaient aussi scientifiques, supposément, aussi honnêtes que les gens de bonne foi d'aujourd'hui. L'erreur, c'est d'imaginer que la psychiatrie peut se pratiquer en dehors de son temps, conclut-il. Pour les femmes, comme pour les immigrés ou les chômeurs, on n'est pas à l'abri de voir la psychiatrie s'insérer dans ses rapports de domination, et ce n'est pas au nom de la science qu'on sera à l'abri. Déclin de la lobotomie. C'est un article qui a été écrit par Linda Zero, que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. À partir de 1951, la lobotomie va rapidement décliner. 2 médecins français de l'hôpital Saint-Antoine de Paris découvrent les neuroleptiques, raconte Louis-Marie Terrier. Ils seront commercialisés en 1952 en France et en 1956 aux USA. Fin de la citation. On parle aussi des drogues dites légales. Les interventions vont chuter pour devenir vraiment rares, même si les opérations perdureront un peu lorsque dans les années 1980.
je vais faire un petit commentaire, c'est-à-dire que tout ce qui est disponible à la population, soit l'alcool et les drogues dites légales, ce n'est pas bon pour la santé. Pas plus que la nourriture GMO qu'on achète dans les épiceries. Surtout celle qui contient du sucre. Et le sucre est nommé de au moins 20 façons différentes, sinon plus. C'est pas bon pour la santé. Le sucre, c'est vraiment santé. Puis il se retrouve dans 80%. Si on tient compte de toutes les appellations, parce que toutes ces appellations-là, c'est pour cacher la présence du sucre. Parce que sinon, les gens l'éviteraient plus facilement. Ben, à ce moment-là, on trompe les gens. Et puis finalement, bien, 75-80%, je dirais, 75% minimum des aliments au supermarché contiennent du sucre. Donc, tout ce qui est disponible à la population générale n'est pas bon pour la santé. Ça comprend les drogues dites légales et l'alcool. Citation. À ce moment-là, la lobotomie perd de son effet de mode et de sa pertinence parce que la chimie va permettre d'intervenir sur le cerveau des malades, explique l'historien David Niger. Maintenant, à savoir si on a demandé le consentement des personnes, c'est une autre histoire, parce que c'est ça. Je vois pas qui consentirait à se faire torturer, à moins d'être masochiste. Citation. Ce qui est clair, c'est qu'on va beaucoup plus utiliser neuroleptique à l'égard des filles qu'à l'égard des garçons, tu vois. Et ce, dès la fin des années 1950 et de manière assez massive. Fin de la citation. Je vais m'arrêter ici. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo, ainsi que plus d'informations pour ceux qui sont intéressés de vraiment étudier la question. En te remerciant de ton écoute.